Oye Beltaloda, je suis le Ceinturien et aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 5 de la saison 5. Alors à partir de maintenant, je vais essayer d'aborder mes critiques un peu différemment, plus dans l'ordre chronologique. Je dis critique mais je veux dire avis, puisque je vais rappeler que je ne donne que mon avis de fan, qui vaut tout autant que les autres, même si je pense être assez objectif pour qu'il soit pertinent. Au passage, j'ai oublié de dire dans mes vidéos précédentes qu'on est en territoire full spoiler, donc je le placerai au début de chaque vidéo à partir de maintenant. Donc pour résumer mon avis, cet épisode, c'est pour moi la première vraie déception de cette saison, avec un épisode certes chargé en action et discussion, et qui ne se focalise pas sur ce qui est fondamental d'après moi. Du coup, j'ai quelques remarques et impressions sur les scènes de l'épisode, et on commence avec la séquence d'introduction, lorsque Drummer apprend la mort de Fred Johnson. J'ai trouvé dommage que Drummer éprouve si peu d'émotions, alors peut-être qu'elle se retient devant son équipage, mais pour la mort de son ami, de son mentor à certains égards même s'ils se sont quittés par en trop bons termes dans la saison 4, ça reste dommage. Au moins on sent qu'elle le respecte et le défend face aux résidus du racisme antiterrien dont font preuve certains membres de sa famille. Sinon, pour ce qui est du cœur de l'épisode, c'est-à-dire la séquence d'évasion de la prison, qui est sympa, avec de bonnes scènes d'action, mais beaucoup trop longue à mon goût. Déjà, la relation Amos-Clarissa, j'avais déjà évoqué, elle ne fonctionne pas assez d'après moi, d'autant plus pour être le cœur de l'épisode. Je trouve qu'il y a trop d'attention portée à cette relation alors qu'elle n'a pas été assez anticipée et établie dans la saison précédente. Après, il n'y a pas tant de développement que ça vu qu'on est dans le contexte d'une séquence d'évasion, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait quelques longueurs et bizarreries au niveau de cette séquence. Par exemple, c'est un peu bizarre qu'il reste que 3 gardes et un prisonnier en plus de nos personnages principaux. On avait vu dans l'épisode 4 qu'il y avait du monde et comme ils étaient tous dans les niveaux souterrains, il y aurait dû avoir plus de survivants vu que dans les profondeurs, tout ne s'était pas écroulé. Un autre petit truc qui m'a étonné, c'est quand ils sont sortis de la prison et que Konechek vient récupérer l'arme de la gardienne, les raccords sont un peu bizarres et on a l'impression qu'il s'est téléporté de quelques mètres. Bon voilà, c'est chercher un peu la bête noire, mais ça reste cool de voir d'autres implants et modifications bioniques, même si, comme je l'ai dit, au final, toute cette séquence ne nous apporte pas grand-chose en information. À la limite, justement, c'est le moment où il sort de la prison qui est intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit l'étendue des dégâts au niveau de la surface et à l'échelle humaine. Voilà, mais plus globalement, je pense que le temps de cet épisode aurait pu être bien mieux utilisé, surtout qu'on perd toute l'attention et le sentiment d'appréhension qu'on avait dans l'épisode 4. Voilà, les impacts ont eu lieu, les différentes attaques ont réussi, mais moi j'ai ressenti le manque d'un point de vue macroscopique, ce qui fait qu'on voit pas assez à quel point le monde a été chamboulé, que ce soit du point de vue environnemental, politique ou militaire. Ça m'amène justement au gros défaut de l'épisode selon moi. On perd l'inertie qui s'est construite plus tôt dans la saison. On se focalise pas sur les conséquences des derniers épisodes. Fred Johnson a disparu comme ça, on évoque à peine le futur à la ceinture. On aimerait savoir qu'en pensent les autres ceinturiens, mais pas que la famille Hattermer, les ceinturiens en général. Pour qui les autres factions elles prennent parti, est-ce qu'elles cautionnent tout ce qu'a fait Inaros, combien de forces, combien de personnes cela représente. Par exemple, ça aurait été le moment parfait pour une petite apparition d'Anderson Dawes, donc voilà, c'est un petit peu dommage. On n'a pas non plus d'infos sur la suite du plan d'Inaros, où se dirige sa flottille, puisque c'est pas vraiment une grosse flotte pour l'instant, comment il compte se défendre face à la flotte terrienne, d'éventuelles représailles, etc. Pas trop d'infos là-dessus. Et justement, on n'en apprend pas beaucoup plus non plus sur les conséquences des attaques sur Terre, que ce soit pour Avasarala ou tout simplement la situation globale. Quelles sont les pertes? Des millions, des milliards? Quelles sont les conséquences climatiques? À qui revient le pouvoir? Quels sont les plans du gouvernement? Un plan de reconstruction, des mesures de renforcement de la sécurité, des mouvements de la flotte terrienne, une contre-attaque? Pareil, tout ça aurait pu être développé, mais rien. On en aura peut-être des miettes dans les épisodes suivants, mais c'est dans cet épisode qu'il fallait en parler parce que là, ça manque et le soufflet retombe. Allez, on continue avec sans doute la partie la plus intéressante de cet épisode, celle sur le vaisseau de Marco Inaros, avec cette dynamique entre Naomi et tous les autres ceinturiens. Justement, les scènes entre Naomi et Sin sont très réussies. Il y a des points importants qui sont mis sur la table, comme la motivation des rebelles ceinturiens. La séquence où Naomi aide à déjouer l'explosion du Rossi après son sabotage est aussi sympa, même si comme tout n'est pas explicité, lors du premier visionnage, tout le monde n'aura pas compris, du premier coup en tout cas, le cheminement de pensée de Naomi qui lui permet de comprendre ce qui se passe. Par exemple, quand Philippe lui dit « je t'ai sauvé la vie », moi je pensais que c'était en lien avec ce qui venait de se passer, à savoir la tentative d'assassinat, qui est un peu absurde d'ailleurs, mais en fait fallait interpréter les paroles de Philippe encore plus subtilement, et c'était plutôt une manière de dire « si je t'avais pas pris avec nous, tu serais morte avec tes compagnons sur le Rossi ».
Alors au moins, on construit les relations entre personnages autour de Naomi, ça montre qu'on garde toujours un point de vue intimiste dans la série, même si, justement, c'est un petit peu trop d'après moi, puisqu'on oublie un peu les enjeux, que j'appellerais interplanétaires en fait, par abus de langage, hein, bien sûr, et du coup, encore une petite déception par rapport à ça. Sinon, un petit mot sur ce qui se passe sur Taiko, avec tout d'abord l'interrogatoire de Sakai qui est intéressant, notamment par le jeu de l'actrice Baya Watson qui donne du vécu au personnage. D'ailleurs, on soulève le fait que les ceinturiens rebelles savaient où trouver la protomolécule, mais on n'a pas une réponse à proprement parler. Sinon, on a été nombreux parmi les fans à trouver une petite incohérence, mais qui peut s'expliquer. C'est quand Holden et Bull souhaitent démarrer leur Rocinante sans faire de vérification en profondeur, alors qu'ils savent que la mécanicienne qui vient de travailler sur le vaisseau est une traître, et vient de tuer un de leurs amis. Ça fait un peu gros pour que Naomi intervienne juste à temps, mais bon, voilà, ça passe, hein. De toute façon, la spécificité du virus du Gamera, c'est qu'il n'aurait pas pu être détecté. Du côté d'Alex et Bobby, ça avance un petit peu avec quelques révélations, mais pas grand-chose au final, et puis l'épisode se termine assez rapidement. On évoque la mort de Fred, on évoque une nouvelle fois l'attentat au Parlement martien, mais ça va pas plus loin. Encore une fois, c'est le même problème, on sait pas ce qui se passe sur Mars, qui est mort, à quel point le système politique est impacté, on sait pas, on nous laisse volontairement dans le flou, donc faut espérer qu'on revienne là-dessus dans les épisodes qui viennent, mais encore une fois, le soufflet retombe. Alors au moins, on en découvre plus sur l'échange de vaisseaux martiens et la séquence de course-poursuite à la fin de l'épisode qui est très prenante et bien filmée. On a vraiment l'impression d'être avec nos personnages et de partager leurs sensations dans cette scène de fuite effrénée. Voilà, donc j'espère avoir exprimé clairement les raisons de ma déception avec notamment cette impression de rupture dans l'histoire. Voilà, j'ai l'impression qu'on veut nous dire on a perdu, on est défait, comme le dit bien le titre francophone de l'épisode, et on repart sur des enjeux personnels et humains. Mais du coup, on oublie un petit peu les grands enjeux qui, d'après moi, auraient dû être mis encore plus en avant dans cet épisode. Donc cet épisode 5, je lui mettrai un 3 sur 5, puisque je veux absolument en voir plus dans cette saison qui mérite de garder des grands enjeux tout au long des épisodes, et j'espère que les épisodes suivants pourront rectifier le tir. Allez, Oyedeng Beltaloda!